Bienvenue à tous, merci, bonne année 2026, merci d'être avec nous. Nous commençons l'année avec bien évidemment le message de paix et surtout d'espérance. Avec comme premier invité pour cette émission spéciale, l'archevêque supérieur et président des Communautés Unies, l'archevêque Israël de Dokamba, que je demande de me rejoindre sur le plateau. Bienvenue, merci archevêque. Beaucoup. Merci beaucoup. Tous mes vœux le meilleur. Le mien aussi. Pour 2026. Merci. Je vous le réitère. Que Dieu vous bénisse. Oui, j'ai inversé les rôles. Vous devenez pasteur. Oui, bien évidemment. La bénédiction peut venir de l'archevêque, tout comme du simple citoyen que je suis. Ah ben, du fait que vous soyez croyant, ça suffit. Vous allez bien? Dieu nous garde. On n'a pas à se plaindre. Alors, je suis émerveillé et en même temps surpris. Ah bon? Oui, parce que chaque fois que je vous invite, c'est toujours un événement. Vous savez qu'aujourd'hui, Télé 50 a signé avec d'autres partenaires en termes de diffusion. Okay. Nous sommes en Mondodiffusion, Mondovision. Par rapport à notre signal, heureusement, ce sont les résolutions pour cette année. Et beaucoup de questions,
beaucoup d'observations, de remarques. Vous intriguez, vous intéressez beaucoup de gens apparemment. Si vous le dites. Si vous le dites. Sinon, pour moi, c'est... je suis pasteur. C'est le personnage ou c'est l'étiquette, enfin, le poste que vous avez? Nous, par contre, c'est par rapport à ce que je donne, Oui. mon engagement citoyen, peut-être, et mon apostolat. Installez-vous. Merci beaucoup. Archevêque Israël Dodo Kamba, qui est aujourd'hui président des communautés unies en République démocratique du Congo. C'est gigantesque comme appellation. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Communauté unie. Communauté unie du réveil. Du réveil. Tout à fait. En fait, c'est une confession religieuse que nous avons créée il y a 2 ans de ceci, dans l'idée de regrouper des grandes communautés qui existent dans notre pays, sur toute l'étendue de la République. Et c'est comme ça que nous avons donné carrément à cette structure, cette organisation, le nom des cures, communautés unies du réveil. Parce que nous visons, nous travaillons pour l'unité des communautés religieuses. Des communautés, des églises, des chrétiens, dans leur ensemble. Mais, moi je suis, vous savez, je pose toujours des questions et c'est à l'invité de pouvoir nous donner un peu plus d'éclaircissement. Mais est-ce que vous créez une structure, vous avez créé une structure parallèle à celle qui a toujours rassemblé les églises de réveil en République démocratique du Congo? Parce que vous êtes quand même issu de cette structure-là, que je nommerai tantôt, mais on sent, quand vous dites communauté unie du réveil, c'est comme si tout le mouvement charismatique est derrière Dodo Kamba aujourd'hui. C'est trop prétentieux pour moi de le dire comme ça, mais je dirais par contre, je fais partie des églises qui proviennent du mouvement charismatique du réveil. Et autrefois, j'étais le président de l'église du réveil du Congo, qui est pratiquement une confession religieuse, une structure, confession religieuse, et qui a un mandat de fédérer, comme ça a été le cas, mais ce n'est pas tout le monde qui est du tendance charismatique et du réveil qui est dedans. Donc il y en a toujours d'autres qui sont restés sans appartenir à ça. Parce que je lisais... Mais après, oui, nous avons créé une autre confession, récupérant ceux-là qui ne se retrouvaient pas dans cette structure en tant que confession religieuse formellement. Et bien entendu, donc ça se passe comme ça. Au fait, nous sommes dans un État laïque, il y a une liberté de religion. Liberté de religion. Oui. On Alors, peut le faire comme ça. Moi, les précisions que j'aimerais avoir, s'il vous plaît, parce qu'on parle aujourd'hui des écoles. Oui. Il y a les anciennes écoles, là, c'est les obédiences d'hier, ce que vous appelez le renouveau charismatique. Est-ce que, et comment surtout les confessions religieuses peuvent-ils prétendre s'unir alors qu'il y en a plusieurs et chacun a sa vision? Évidemment, ça dépend du leadership de celui qui est à la tête d'une confession. C'est-à-dire, oui, comme c'est le cas pour CURE, Communauté Unie du Réveil, nous avons ce devoir de retrouver les nôtres, de les identifier et de les adhérer dans la structure formellement pour pouvoir donner une ligne de conduite qui nous permettra de converger dans la même direction et converger les vues et pouvoir voir les choses de la même façon. Et bien notamment réguler les secteurs
éradiquer à la mesure de possible le forfait qu'il y a toujours eu. Parce que quand... C'est quoi le forfait? En fait, les gens qui n'ont pas été suffisamment enseignés, il faudrait l'admettre pour parler des écoles, oui, des écoles. anciennes écoles. C'est qu'ils n'ont pas fait la vraie théologie. Absolument, sont de vieilles écoles. C'est qu'ils s'étaient autoproclamés. Ne vous en faites pas. Il y a eu beaucoup d'autoproclamations. Cette vieille école a eu beaucoup de vertus, du fait que les gens étaient concentrés dans l'essentiel autour de la spiritualité. Mais bien après, pendant l'évolution, il y a eu ceux qui se sont égarés, évidemment, dans leur manière de faire, parce qu'il fallait compléter à l'appel, à la spiritualité, des formations adéquates, la théologie. C'est qui est votre cas. Absolument. C'est qui est votre absolument. J'ai essayé. Vous avez eu un diplôme il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ah, j'en ai plusieurs maintenant. Ah, ben, si on peut le savoir, parce que vous savez, on est suivi dans le monde. En Europe, aux États-Unis, partout, il y a des pasteurs, parfois qui s'improvisent, d'autres qui n'ont pas fait la théologie, etc. D'abord, pour la théologie, j'ai un master à la théologie. Ok. Et tout récemment, j'ai fait le droit, où j'ai été également, j'ai eu un bachelor à l'Université libre de Kinshasa, dans la faculté de droit. Et j'ai récemment été également, j'ai reçu mon diplôme de master en philosophie politique. J'ai étudié à TBU, au Canada. Alors, philosophie politique. Philosophie politique, absolument. Donc j'ai dû compléter plusieurs formations qui me permettent au fait de pouvoir bien faire mon travail, m'outiller, s'il faudrait le dire comme ça. Alors, pasteur, quelle est la crédibilité de toutes ces confessions religieuses, de votre point de vue? Parce que moi, je suis très critique, hein. Notre crédibilité, nous la tirons du fait que nous avons des milliers, si ce n'est pas des millions de personnes qui croient en nous. Des millions. Des millions de chrétiens, de croyants. Je dis pour les cas... Qui suivent votre obéissance. De tous les religieux, et même en ce qui nous concerne, parce que nous avons, sur toute l'étendue de la République, plusieurs églises. On en compte plus de 20 000 sur toute l'étendue. Et nous avons des millions de fidèles dans nos églises qui croient en nous. Et cela nous donne une crédibilité du fait que ces gens nous font confiance sur toute l'étendue. Et c'est au fait de là que tous les religieux tirent leur crédibilité du fait que, en commençant par les grandes confessions que j'ai les noms ici que vous connaissez, du fait que le fidèle croit en eux, c'est déjà un élément de base pour la crédibilité. Le reste vient du témoignage et de la conduite de chacun. Est-ce que vous êtes dans ce qu'on appelle la prédication de résultats? Avoir le travail, avoir un mariage, enfin un mari, voyager. Est-ce que vous basez votre enseignement là-dessus, ou vous êtes dans la spiritualité, vous dire, pour sauver les âmes? C'est ça l'objectif de... Le vrai terme, président Jean-Marie, c'est que nous sommes dans le plein évangile, dans les Écritures saintes, qui constituent notre socle. Mais les faits sociaux, le besoin temporel, c'est tous les jours que nous entendons, eh bien, on peut trouver quelques éléments bibliques et de la spiritualité qui peuvent conforter cette position pour pouvoir relever l'espérance dans la vie des fidèles et des croyants que nous avons. Mais nous ne fondons pas notre enseignement sur base du sensationnel ou encore de choses éphémères. Les prophéties, non, les prophéties font partie des éléments de spiritualité, hein, oui. à moins qu'on l'utilise abusivement. La prophétie, c'est un élément... C'est ce qu'on constate malheureusement. Alors moi, je veux faire une enquête par mes équipes ici. Il me revient que depuis que vous avez pris vos distances avec votre ancienne famille, vous avez grignoté suffisamment et des fidèles et des chefs religieux. Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous? Il faudrait leur poser la question. Pourquoi ont-ils abandonné les autres? Non, vous savez, il ne faudrait pas donner l'impression que je serais en train de travailler pour vider le camp où j'ai servi hier. Ce n'est pas ça mon objectif. Autrement, ce serait... Mais les autres ne gardent que le nom maintenant. Ce serait biaisé. Oui. En fait, le problème, c'est que les gens suivent en moi
c'est pas à moi de répondre, peut-être à eux-mêmes, mais il faut l'admettre que l'Église est la seule institution au monde où les gens adhèrent librement et sortent librement. Ils ont le libre choix, comme on l'a dit. Eh bien, je ne peux pas aujourd'hui prétendre dire que tous ceux qui ont commencé avec moi sont toujours dedans. Il y en a qui vacillent, il y en a qui voient ailleurs. Vous avez quand même la majorité. La vérité, c'est que oui. La vérité, c'est que nous avons beaucoup de pasteurs, il faut l'admettre. Oui. Mais je n'aime pas trop rester dans la logique des comparaisons. Sinon, j'ai comme l'impression que vous m'envoyez vers la polémique. Non, c'est pas la polémique, ce n'est que le constat que nous avons. Alors, la thématique de l'émission qui est suivie en ce moment en direct, c'est l'actualité que nous vivons en ce moment. Oui. Depuis le dernier voyage du président en Angola, il y a comme un vent du dialogue qui est en train de s'installer. D'après les derniers câbles que j'ai, le président de l'Union africaine en exercice, le président Lorenzo, aurait déjà envoyé une délégation ici à RDC pour prendre langue avec les protagonistes, notamment au sein de la classe politique, notamment aussi au sein de la société civile, y compris vous-même, des mouvements religieux, des leaders de mouvements religieux. Est-ce que vous croyez-vous à un rôle prépondérant des hommes d'église que vous êtes dans ces dynamiques qui s'enclenchent maintenant? Est-ce que vous y croyez d'abord? Bien, vous savez, je vais d'abord répondre par deux paliers. Le premier, c'est toutes ces informations que l'on défile depuis un certain moment, depuis la dernière sortie du chef de l'État vers l'Angola. Oui. On n'a pas des informations exactes ou des rapports qui stipulent de manière claire le raison pour lesquelles il s'y est rendu. Mais je dirais, aussi longtemps qu'il n'y a pas une information officielle autour d'un lancement officiel du dialogue, je ne vois pas pourquoi on doit s'éterniser là-dessus. Mais c'est normal, depuis un certain moment on parle du dialogue. C'est là où j'ai dit, je n'aimerais pas me fonder sur base des spéculations qu'il y a autour du voyage diplomatique du chef de l'État. Mais, oui, en ce qui concerne le dialogue, oui, depuis un bon moment, il faudrait le dire comme ça, plusieurs mois, on travaille sur cette question en ce qui concerne notre structure qui regorge plusieurs confessions religieuses, entre autres cures, Communauté unie du réveil, il y a le musulman chiite, il y a la Comico, il y a... Ah, vous avez aussi les musulmans et tout ça? Les protestants aussi? Non, il y a d'autres confessions qui existent et qui ne sont pas répertoriées, peut-être dans le rang des autres, comme protestants et autres. Il y a églises, il y a les églises non dénominationnelles, voilà. Mais dans notre organisation, nous avons des scientifiques, nous avons des experts, professeurs d'université et d'autres, que nous avons associés dans les réflexions autour de cette question du dialogue et de la médiation à jouer. Eh bien, nous travaillons dedans. Nous sommes actuellement assez argumentés. Vous y croyez d'abord? J'y crois fermement. Alors, ma question... Parce que notre travail que nous faisons au jour le jour consiste à communiquer de bonnes pensées, des mœurs, tous les jours en tant que prélat, en tant que religieux d'abord. C'est que le dialogue ne peut être que la bonne et la meilleure des choses qui soient arrivées. Alors, j'avais reçu à votre place, il y a quelque temps, Monseigneur Cholet, oui, accompagné du chef religieux de l'église protestante, le CC. Après les retournées, ils ont été reçus par le président de la République, et Juba y compris, pour travailler avec les membres de son cabinet sur le cahier des charges éventuels, les termes de référence de ces dialogues. Mais il y avait comme une suspicion
dans les chefs de Dodo Kamba. Oui, la suspicion était la suivante. Et ils disent Dodo Kamba n'est pas pour le dialogue. Ah bon? Oui. Les catholiques, les protestants disent Dodo Kamba prône la prééminence du point de vue de cette situation du président de la République, du gouvernement, de la RDC, qui doit marcher sur ceux qui sont à Goma et les autres. Info ou intox? Intox, je le dirais. Parce que moi, je l'ai dit plusieurs fois, le dialogue reste une voie pacifique et meilleure pour converger les vues et mettre les gens ensemble. Fédérer, s'il faudrait le dire comme ça, de force, de faiblesse, c'est tout ce qu'on peut avoir. L'essentiel, avancer le pays. Mais dans l'entretemps, j'ai toujours été conséquent, réaliste. C'est là où j'ai dit, je veux bien qu'il y ait les dialogues, mais j'ai pensé à un préalable d'abord. Lequel? Et il y en a plusieurs, mais un préalable majeur que j'ai proposé, parce que après ces échanges et ces travails que les autres ont eu à faire, ils ont publié une feuille de route que j'ai pratiquement pensé que ça pouvait constituer un piège pour le pays. Et je le dis à haute voix. Le piège de catholiques et des protestants? Non, parce que la feuille de route qui avait été publiée, j'ai dit que c'était un piège tout simplement parce que il y avait beaucoup de faiblesses dedans, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient causer du tort au pays. Par exemple, quand ils ont parlé de la rébellion armée, en fait, l'opposition armée, oui. Cela n'est pas pris en charge par la constitution du pays. On ne peut pas parler d'une opposition armée. L'opposition a toujours été un acte démocratique qui n'a rien à voir avec les armes. Mais alors, voici le préalable. Mais si les gens prennent des armes, ils deviennent des acteurs. À Doha, le gouvernement traite avec eux. C'est là où ça pose un problème. Lequel? Le problème, c'est que nous créons un mauvais précédent. C'est-à-dire, vous serez en train de dire que pour que quelqu'un fasse entendre sa voix et ses revendications, il faudrait qu'il touche aux armes. Et c'est là où ça fâche. Il faudrait voir l'avenir du pays. Demain, si vous faites des choses de cette manière et que vous donnez la place au dialogue à ceux-là qui ont touché les armes, et comme ça, quelqu'un d'autre dira, ben attends, le jour où je ne serai pas entendu, pour une raison quelconque, je vais aussi aller quelque part ici à Pilungongo ou ailleurs, je toucherai aux armes, je ferai entendre ma voix, alors ma revendication sera entendue. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant de Kamba? Voilà. Le fait accompli est là. Voilà. Il faudrait... Goma est tombé, Bukavu est tombé, Uvira pareil, il y a des bruits de bottes un peu ailleurs. Les Mobondo nous embêtent aux encablures de Kinshasa ici. On fait quoi? C'est là où je propose, j'ai proposé qu'il y ait une mise en place d'une commission que j'appelle commission de vérité et réconciliation. Comme en Afrique du Sud? Un tout petit peu. Elle a eu lieu, cette commission en Afrique du Sud. Un tout petit peu, mais... Après l'apartheid. Absolument. Oui. Mais cette fois-ci, les données sont tout à fait différentes. Okay. Ici, nous parlons de gens qui, jusqu'à présent, retiennent d'autres territoires sous leur contrôle. Il n'y a pas d'entente. M23, AFC. Absolument. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? De cette commission, il faudrait qu'il y ait une représentation de membres de la société civile. Nous parlons des confessions religieuses et quelques organisations de la société civile. Il y aura également quelques traditionnels et autres. Et sous l'égide et encore l'accompagnement de l'Union africaine et la MONUSCO à la mesure de possible pour effectuer les déplacements à la mesure de possible vers ceux-là qui ont commis ces forfaits et la plupart des personnes que l'on cite derrière les armes. Alors, on les conscientise, on établit d'abord le fait et les responsabilités. Que les gens qui ont tué, ce n'est pas à applaudir. Et croyez-moi, il y a des familles aujourd'hui qui souffrent, qui ont des problèmes, qui sont restés en deuil. Il y a des familles qui ont des soucis jusqu'aujourd'hui de se retrouver. Il y a d'autres qui ont perdu le leur.
On ne va pas dédouaner de cette manière les gens qui ont touché aux armes pour dire venez, parlons du pays. Alors, la voie à suivre, c'est de les conscientiser, établir les responsabilités, leur donner le moyen de réparer. Voilà comment ça se passe. On est suivi à Goma, là. Maintenant, là. On est suivi à Goma. On est suivi à Bukavu. Tout à fait. Et je suis certain que même le gouvernement nous suit là, maintenant. À Doha, on discute déjà avec eux. À Washington, Trump a dit il faut qu'il y ait un dialogue. Puis allez-y. Et vous, chef religieux, vous dites ces gens-là, il faut d'abord les conscientiser. C'est comme si vous dites il faut les reconvertir à ma religion. Non. Alors qu'ils disent qu'ici, ça ne va pas. Je suis en train de faire allusion à ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Cette commission Vérité et Réconciliation fait partie des éléments de la justice transitionnelle. Qui va juger qui? Voilà. À ce moment-là, on rappelle les hommes de Dieu que nous sommes. Rappelons à la mémoire de toutes ces personnes. Nous rappelons à la conscience, il faudrait le dire comme ça, de toutes ces personnes qui ont tué leurs frères. On ne peut pas revendiquer le droit de ces peuples en commençant par les tuer. Ça pose un problème. Il faudrait régler cette question. Il faudrait qu'on rappelle et on demande à tous ceux-là qui ont commis ces choses d'avouer que ça n'a pas été une démarche de paix, ça n'a pas été une bonne chose. À cela nous tienne, absolument. La repentance. Vous savez, la repentance vient du mot grec qu'on appelle métanoïa. Mais si eux-mêmes disent, le gouvernement aussi envoie des drones, bombarde, il y a des morts là-bas. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique, sinon on dira, je suis en train de prendre la part du gouvernement. Oui. Mais le gouvernement est dans l'exercice de sécuriser et... De la force publique. Absolument. Au fait, je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique. Mais j'ai dit simplement. Oui. Je disais que la repentance vient du mot grec qui dit métanoïa, changement de mentalité. C'est-à-dire, on donne l'occasion à tous ceux qui ont touché aux armes, informellement, ceux qui sont dans l'armée régulière, quand ils touchent aux armes, c'est formel, c'est normal, c'est constitutionnel. Mais ceux-là qui les touchent en dehors de la permission, du cadre constitutionnel, créent de mauvais précédents et causent du tort et à la population et au pays. Ouazalendo y compris. Ne vous en faites pas. Ouazalendo aussi, hein? On peut l'établir, par exemple. Oui. À ce moment-là, on demandera à tout le monde de procéder par la voie de réparation. Voilà comment on fait les choses. On rappelle à tous nos frères, nos enfants sont là en train de nous suivre. On ne règle pas les cas en tenant compte seulement de votre époque et de votre génération. Et les générations qui viendront après, vous pensez que ce serait la meilleure procédure pour notre peuple, qu'à chaque fois qu'il y aura des conflits, il faudrait toucher aux armes pour faire entendre la voix? Ce n'est pas la bonne. Vous savez qu'à Sun City, il y a eu presque le serment de ceux qui ont participé, disant que nous ne toucherons plus jamais aux armes. Il y a eu un serment où on a engagé même le ciel. Mais pourquoi on y revient? C'est parce que la procédure n'a pas suivi une voie de repentance. Il faudrait qu'on y arrive. Premièrement, avant qu'on parle de cette question des dialogues, des causes des sujets profonds. Oui, les causes profondes, c'est comme ça on l'appelle. Causes profondes. Les causes, on peut les toucher déjà dans cette commission. C'est là où j'ai dit, on établit des responsabilités. Qui a fait quoi et pourquoi? Alors, et après, on leur demande, en tant que serviteurs de Dieu, nous vous demandons de suivre une voie de paix, c'est-à-dire de commencer par réparer, présenter vos excuses et les pardons à la population qui avait été victime de vos actes. Et après, on dit, on donne la chance à la réconciliation, à la paix. Et cette démarche pourra tempérer, pourra ramener ne serait-ce que la paix. Qui a qualité d'instaurer cette commission? C'est quoi les modalités pratiques? Je propose... Ça sera installé et les composantes, c'est qui? Les composantes, premièrement, je parle de la bonne partie de la société civile, je pense aux confessions religieuses, à la tête. Il y en a plusieurs.
c'est-à-dire toutes les confessions qu'il y a chez nous, qui sont reconnues, ils peuvent jouer ce rôle facilement. D'autant plus que, je le dis ici, c'est très facile de trouver dans un parti politique aussi noble et important le gens d'un même clan. Et ça ne pose aucun problème. Mais dans une église, on n'a pas de problème d'ethnie ou d'obédience ou de province. C'est-à-dire tout le monde est dedans. Un pasteur, un homme de Dieu, un prélat, a facile à rassembler les gens de par sa vocation et son apostolat. Et de cette manière, nous avons également appris, nous avons étudié comment mener la médiation, comment y parvenir. Vous venez de faire la philosophie politique, là. Et question cette fois-ci de ramener tout le monde à la conscience. C'est-à-dire, écoutez, la voie n'a pas été bonne, à cela ne tienne, nous sommes déjà, comme on dit, nous sommes déjà arrivés à un point où les choses se sont déjà passées comme... Ce sont gâtées les choses. Alors, trouvons le moyen de réparer... Excusez-moi, archevêque, quand vous regardez cette photo, votre commission Vérité et Conciliation va intégrer tous ces gens ou vous allez seulement prendre les têtes d'affiche? Non, je n'ai pas besoin de prendre la tête d'affiche. Hein. Pour moi, c'est une idée que je vais présenter et nous allons parler ensemble. Vous savez que la dernière fois où j'ai eu des échanges avec Monseigneur Fulgence Mouteba et les autres, et je l'ai trouvé très cohérent. Vous ne les diabolisez pas, Mouteba, hein? Non. Qui nous suit d'ailleurs, on salue. Je dois être réaliste. Parce que c'est la bête noire depuis quelques temps. Dès qu'il prend la parole, tout le monde l'entre dedans. Je dois être honnête. Quand nous avons échangé avec lui, il a été très correct. Et nous avons développé beaucoup de choses qui n'ont pas abouti jusqu'ici. Je crois que le moment viendra où on va continuer les échanges, mais de manière à construire. Ça, je le dis. Il ne faudrait pas qu'on mette deux personnes de côté. Là, je propose, et pour que cela devienne une question de tous les religieux. Parce que les gens vont se battre pour entrer dans cette commission Vérité et Conciliation. Parce qu'il va y avoir un budget de fonctionnement, parce que le point de vue, les communiqués qui vont y sortir, ça va jouer un rôle politique très important. Et donc, il y aura un match. Comme on a vu, par exemple, pendant un certain temps, la commission nationale électorale, par exemple, la CEI d'avant, de Malou Malou, ou la CENI d'après, ben, la guerre, il y aura la guerre pour cette commission. Pourtant, c'est votre idée, hein? Là, vous êtes précurseur en la matière. Tout à fait. Je propose, je pense que ça va faciliter pour qu'il n'y ait pas de frustration. Aujourd'hui, le pays est fragmenté. Franchement, c'est fragmenté, c'est le terme. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, il faudrait que l'on trouve une voie qui pourra ne serait-ce qu'apaiser les tensions. Et la meilleure de faire, ce serait de communiquer, de rencontrer ces personnes, qu'elles communiquent, que tout le monde communique en disant à haute voix que la procédure de toucher aux armes n'a pas été la bonne. Ça n'a pas été une bonne démarche. Cette fois-ci, on peut s'arrêter à un niveau, parler et construire le pays, reconstruire le pays. Est-ce que cette commission va revoir tous les sujets des frustrations? Parce qu'on a même appris qu'il y aurait une initiative de revoir les procès qui ont été intentés, et condamnation d'ailleurs à Corneille Nangaa, à Joseph Kabila, à Matata Ponyo, pour décrisper la situation. Est-ce que votre commission va s'y atteler aussi? Absolument. Dans cette commission, si jamais elle est mise en place, elle s'attellera aux personnes emblématiques. Après la prise de conscience et tout ça, le travail, à la fin des comptes, sera remis au chef de l'État. C'est à lui, au chef de l'État, à la fin des comptes, pour qu'il puisse amnistier d'autres personnes. Parce qu'il en a le mandat, il en a les prérogatives, qualité et tout ça. Alors, de cette manière, ça va faciliter les choses. Ça permettra alors au peuple de revoir d'autres personnes sous une autre casquette, de ne plus les considérer comme des tueurs. Comme a dit, quelques-uns comme a dit Adolphe Mouzito, Joseph Kabila n'est pas l'ennemi du pays.
Par exemple, ça peut pousser à ce que l'on revoie un peu beaucoup de choses. C'est toujours une possibilité, l'une de voir pour la paix. Hein. Alors, dites-nous un peu, parce que on vous sent un peu, vous prenez le dessus, là, sur quasiment tout le monde. Enfin, vous dites que les Cholais, les autres, ils ont piégé avec leur pacte social. Vous prenez la commission Vérité et Réconciliation. C'est quoi les dénominateurs communs aujourd'hui entre vous religieux? Là, vous tous là. C'est quoi votre dénominateur commun? Qu'est-ce qui vous rassemble? Les Congos d'abord et les dieux que nous servons. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Bien sûr que oui, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas la première fois que vous me posez cette question. Oui, c'est très important. Dieu Jean-Marie. Oui. Vous savez, on peut avoir des divergences. Ça, c'est normal, sur le plan des dogmes, doctrines et autres. Mais au bout de compte, il y a des choses qui nous relient, qui nous remettent ensemble. Entre autres, nous sommes tous Congolais, nous avons le souci du bien-être de cette population. Et après, nous avons un Dieu créateur à qui nous devons tous rendre compte, en tant que serviteurs de Dieu. Le point commun là permet à ce que nous puissions, à un certain moment, nous remettre ensemble et parler le même langage. Est-ce que les deux ici voient les choses de la même manière? Surtout lui, oui, bien sûr, parce que on est tous de la même famille charismatique. On dit Ejiba ne murmure pas à l'oreille du président que le feu au temps d'Odo Kamba. Non, je ne peux pas me le prétendre. Je dois par contre dire ceci, les chefs de l'État accordent l'attention à tous les religieux. Les catholiques, mais tout le monde n'a pas les mêmes affinités. Excusez-moi du peu. Le président Tshisekedi, avant d'être président, il priait quasiment dans votre église. Il était votre... pas disciple, mais il venait quasiment chez vous. C'est vous qui bénissez. La fameuse photo qu'on voit le président à genoux être béni par un pasteur. Notre église. Mais c'était chez vous. Oui. Ça sous-entend que la proximité est quand même plus accentuée que les autres. Même si Philadelphie a pris un peu de devant aujourd'hui. Je savais qu'il nous est arrivé quelquefois de nous plaindre du fait qu'il y a eu beaucoup plus d'attention accordée auprès de la catholique qu'à nous. Je ne peux pas. C'est fini ça. Non, il y en a toujours. Les chefs de l'État, ne vous en faites pas. Il reste paix pour tout le monde. Hein. Donc, c'est Philadelphie qui a tout pris. Tout pris. Je ne peux pas le dire, mais je dirais que c'est vrai qu'il y a ceux-là qui ont beaucoup plus de facilité des entrées auprès du chef. Et je crois que je ne me plains pas aujourd'hui parce que à chaque fois que j'ai voulu rencontrer les chefs, il a toujours été aussi des bons cœurs pour nous recevoir et nous écouter comme tout le monde. Et les gens de l'UDPS d'ailleurs qui m'ont contacté avant cette émission pour dire pourquoi je n'invite pas les responsables de Philadelphie. Oui, j'ai adressé des invitations pour qu'ils viennent nous expliquer leur prépondérance autour du président de la République. Apparemment, il ne semble pas se manifester. L'invitation est lancée, très officiellement maintenant. Venez nous parler en quelque sorte du rôle que vous jouez dans la gestion de la nation, ex-république, comme on dit. Moi, je reviens à cette émission. C'est très important. Et ne vous en faites pas. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas du chef de l'État comme un membre de notre Église. Hein. Il reste le chef de l'État pour tout le monde qui croit à tous les hommes. Oui, mais c'est un croyant. Dieu sait combien certains ont des avantages. Je ne peux pas dire la proximité avec lui, mais en tant qu'homme, il peut avoir effectivement tout à fait. Des préférences. Je pose cette question parce que Mouteba est épinglé par rapport à ça. Comment? Mbongo est sorti par rapport à ça la semaine dernière. Je vous la pose la question. Les accords de Washington. Est-ce que Félix Tshisekedi a hypothéqué les minerais nationaux pour 100 ans? Je n'ai pas eu des éléments probants qui puissent prouver cette accusation. Mais à ce que je sache, de tout ce qui est à ma connaissance, ça a été une voie de remonter le niveau de notre pays. Washington
avec Trump. Absolument, parce que c'est question des intérêts. Entre nations, il n'y a pas d'amitié forcément, ce n'est que question des intérêts. Oui. Et je crois que conséquemment de tout ce qui avait été proposé, le Congo sera en train de gagner en ce qui lui concerne. Et parce qu'aujourd'hui, il faudrait se le dire, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se voiler la face. Le Congo a plus besoin d'Amérique que l'Amérique n'est là pour le Congo. Oui, d'accord, mais l'Amérique a besoin aussi de nos minerais stratégiques. L'Amérique a besoin de concurrencer les Chinois. Et Trump l'a dit très clairement. C'est nous qui sommes partis proposer nos minerais. Moi, la question que je vous pose, depuis qu'on a signé, il n'y a pas la paix qui a commencé à être vécue par nos compatriotes. De deux, vous voyez-vous les militaires américains venir faire la guerre à notre place? Du tout. Par contre, moi, je dirais, avant d'aborder cette question, je dirais, pour les deux pays, c'est ce qu'on dit, c'est le rendez-vous du donner de recevoir. Ouais. Donc, c'est-à-dire, nous savons que ce que nous proposons, et nous aurons en contrepartie les choses qui construisent notre pays. Et les Américains venir faire la guerre chez nous, ce n'est pas ça l'idéal. Ça ne devra pas être l'idéal. Ils vont nous donner quoi? Ils peuvent venir nous former. Ils ont assez de l'expérience. Ils peuvent former notre armée, aider les Congolais à pouvoir être de taille face à certaines agressions d'autres pays, et aussi nous fournir les armes, nous faciliter quant à l'acquisition de certaines armes pour la défense de notre pays. Donc ça, ce sont des éléments stratégiques au niveau, n'est-ce pas, de la défense qu'on peut exhiber pour profiter au maximum. Donc vous soutenez le président Tshisekedi par rapport à cet accord? Honnêtement, départ, vous savez, le président aujourd'hui doit être conséquent. Moi, je le dis, les accords qu'il est en train de signer, aussi longtemps que ça peut profiter à notre pays, nous apporter la paix, pour l'instant, on en a besoin. Les doutes et les suspicions des autres, vous n'êtes pas dedans? Je n'entre pas dedans parce qu'il n'y a pas assez d'éléments qui puissent vraiment nous alarmer sur cette question. Et sinon, s'il y avait des éléments de base, et d'ailleurs, j'ai dit que nos experts sont en train d'étudier cette question, en fait, ces rapports, les rapports des échanges et des accords qui ont été signés. Et si nous trouvons des dents de faiblesse, et vous savez, on peut toujours prodiguer de certains conseils pour pouvoir revoir d'autres articles s'il le faudrait. Et vous savez qu'il nous a été donné 2 mois, hein. Les gens oublient, il a été donné 2 mois, des réflexions. On a déjà entamé. Ah ben voilà. Parce que quand on regarde cette signature... 2 mois nous permettent de revoir... Bon, moi je pense, vous voyez, je vais dire une chose. Hein. Si, parce que je ne peux pas, c'est malveillant, c'est mal poli carrément d'envoyer un message à un autre chef religieux par la télévision, mais je dis, parce que vous l'avez abordé, il faudrait qu'on évite en ce qui nous concerne. Mais vous êtes un leader. Ben voilà. Il doit aussi vous écouter. Absolument. Ben, j'ai une manière de le faire, je peux le voir, je peux l'appeler pour... sur cette question, je dirais ceci. Il faut qu'on évite, nous les religieux, de nous substituer en acteurs en conflit. Ça pose un problème. Si directement on s'engage à une bataille contre ceux qui sont au pouvoir ou encore contre ceux qui sont à la rébellion, on devient acteur au conflit. Alors que nous devons jouer le rôle de médiateur. Ici, je dis une chose. Écoutez, monsieur Jean-Marie. Oui, allez-y. Il faudrait être réaliste. Si aujourd'hui, on a mes consciences, parce qu'il a été donné 2 mois, je ne sais pas si c'est déjà cette information à la portée des autres religieux qui m'écoutent, mais vous avez l'occasion de formuler, n'est-ce pas, des recommandations et de demander au chef de l'État peut-être revoyer tel ou autre article. C'est toujours faisable. Au lieu de critiquer de loin, construisez. C'est-à-dire, montrez-vous au moins constructif, d'une part. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est retrouvé dans une situation où il devait faire quelque chose pour son pays. Il doit le faire. Alors, en se recherchant, ça peut arriver que dans la proposition des accords, qu'il y ait des faiblesses que les autres n'ont pas vues et qu'eux peuvent voir. Ils peuvent toujours construire. Moi, je demande vraiment, ici, ma prière est que... On est en train d'être suivi. Vous pensez que Cardinal Ambongo a tort, Mouteba a tort, même le prix Nobel de la paix a tort? Non.
l'archevêque Dodo Kamba a raison de dire je ne peux pas soutenez Tshisekedi dans cet accord, les yeux fermés. Je ne peux pas aujourd'hui m'hasarder de tenir ce langage sur des chefs religieux aussi respectueux dans ce pays. Ce ne serait pas correct. Mais j'apporte mon avis par rapport à leur démarche. Que je suis en train... Qu'ils formulent les remarques... Que je pense pouvoir être aussi salutaire qu'on puisse l'imaginer. Alors, revoyez la façon de faire. Ce que j'ai dit... C'est l'approche que vous dénoncez. Oui, voilà, c'est l'approche au fait. C'est l'approche et c'est la manière de présenter. Si vous trouvez que dans ce qui avait été fait, il y a des faiblesses, il y a des choses qui ont été mal conçues, la moindre des choses, ce serait de proposer une démarche qui soit peut-être autre, ou encore proposer des articles qui puissent réparer d'autres qui ont été présentés. Ça, c'est le rôle d'un citoyen qui veut construire son pays, qui a besoin de voir ce peuple se remettre et se reconstruire, se retrouver. Mais quand on reste dans cette phase, M. Jean-Marie, de critiquer de loin, et vous vous engagez dans une démarche carrément de détruire ce qui est fait sans proposer autre chose. Est-ce que le président de la République doit toujours être congratulé, encouragé, plébiscité, ou bien il mérite, ou il faut aussi lui dire des choses? Par exemple, on dit l'entourage ne joue pas un bon rôle. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de gens corrompus qui donnent des faucons, qui l'amènent parfois à prendre des décisions qui ne sont pas bénéfiques pour le pays. Pourquoi il faut le caresser dans le sens du poil à chaque fois? On ne le caresse pas. Moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas me le permettre. Mais je vous dis une chose qui est vraie. Il y a aussi le sens d'honneur et de dignité. C'est notre chef de l'État. Bien sûr. On l'a fait à Kabila. On l'a fait à Mosé. On l'a fait à Mobutu. Et il reste tout de même nos chefs à nous. Écoutez, au chef, il y a quand même... Il y a la manière. C'est la manière ça qui fait vous notre dérange. dignité. Voilà. Maintenant, si vous avez à reprocher, à critiquer, il y a une procédure. Il y a une manière de le faire. De manière à respecter ne serait-ce que les responsabilités et le poste des autres. Nous ne sommes pas des politiques pour procéder de la manière des politiques de faire. Nous avons notre façon de faire. Notre manière, nous la connaissons. Notre procédure, il faudrait qu'on la garde. Mais lorsqu'on désacralise aussi le cardinal Ambongo, le monseigneur Chollet, qu'on appelle maintenant des politiciens en soutane, alors que ce sont des princes de l'église, vous ne trouvez pas qu'il y a dans les chefs aussi des politiques une espèce de démystification des leaders religieux qui ont toute leur place au sein de notre société? Je le dirais, pour moi, je ne le ferai jamais. Jamais je ne permettrai de désacraliser... Écoutez l'UDPS, écoutez les gens de l'Union sacrée. Non, mais écoutez, lorsque vous vous engagez dans une lutte, vous devez savoir qu'il y aura des retombées, il y aura des conséquences, et tout le monde utilisera ses armes à lui pour pouvoir vous attaquer. Oui. Ça, nous savons que nous sommes habitués à le vivre. Et mais moi, dans mon intervention, je pense que lorsque nous nous remettrons ensemble pour reconstruire l'avenir du pays et avancer des idées qui puissent réparer ces choses, je dirais par contre que nous avons ce devoir. Je pense jusqu'ici que le chef de l'État a le devoir de rester ouvert envers les hommes de Dieu que nous sommes, de toutes tendances bien sûr, de pouvoir apporter des idées et même des critiques donc, qui il n'y a avancent. pas que les catholiques et les protestants qui sont en leadership. Absolument, nous tous. Et je demande ici à nos prénats d'autres confessions de pouvoir travailler pour proposer des idées au lieu de rester si loin et de critiquer de loin. Je crois qu'il faudrait proposer des choses qui puissent revoir d'autres manières de faire. Est-ce que celui qui est à gauche du président, c'est son opposant? Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je ne pense pas. Est-ce que Ambongo est un anti-Tshisekedi? Je ne peux pas le dire parce que je l'ai déjà entendu quelquefois louer le prouesse du chef de l'État. Et il a le plein droit de critiquer là où il faudrait critiquer. Et moi, je demande seulement qu'il puisse augmenter
dans cette manière de faire une autre stratégie, un autre stratagème de pouvoir proposer des idées qui puissent changer la manière de faire de la présidence et du chef. Je pense qu'il sera toujours entendu. Quand vous allez rencontrer les Angolais, la délégation angolaise qui est dans nos murs, là, d'après mes informations, vous allez dire quoi? Et nous avons tous le souci de voir ce pays se relever et de ramener la paix durable. Non, au-delà de la philosophie. concrètement, vous allez dire quoi? Vous allez poser des conditions pour que les Nanga et ceux qui sont à l'Est viennent au dialogue. D'abord, des dialogues, vous voulez que ça soit ici à Kinshasa ou à l'étranger? Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous allez monter les enchères par rapport aux conditionnalités, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit là qu'il faut demande de pardon, repentance, etc., avant quoi que ce soit. Est-ce que vous allez monter les enchères encore une fois? Du tout, parce que vous êtes ici. Du tout. Si jamais il arrivait que l'on puisse nous consulter sur cette question, oui, ben je dirais clairement qu'il y a des préalables pour le dialogue. Mais c'est ça les enchères. Vous pouvez le juger comme vous le trouvez, oui, mais je pense que le préalable est vraiment d'une importance capitale, et parce que jusqu'ici, il y a des gens qui sont vus des mauvais œils de la part de la population parce qu'ils ont mis le pays en deuil. Nous avons le devoir de leur rappeler à l'ordre et de leur donner la chance de pouvoir se réconcilier avec leur peuple, la population. Et ce sont les objectifs de cette commission que je propose. Et là, nous dirons, c'est un moyen de pouvoir décrisper, ne serait-ce que ce climat qui est tendu jusqu'ici. Parce que, au fait, j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas les enjeux qu'il y a dans notre pays. Nous vivons un danger. En fait, il y a une complicité de certains politiciens qui cherchent à diviser, à émietter ces peuples et les communautés. Aujourd'hui, on parle des phénomènes Mobondo, où vous voyez et carrément les ethnies qui s'affrontent. Oui. Moi, depuis mon enfance, je n'ai jamais su qu'il pouvait y avoir des problèmes entre les Yaka et les Teke. Oui. Et vous voyez, de l'autre côté, vous avez les Rega et les Bashi. Oui. Et puis même les Lendou là-bas. Les Lendou là-bas. En Ituri, oui. En fait, c'est alimenté. En fait, on est en train de nous pousser au bout pour que, finalement, les communautés s'éclatent. Et ça pose un problème dans l'avenir. Et ça, ce n'est que l'Église qui peut faire ce travail. Il ne faudrait pas qu'on aide un chef d'État africain, oui, qui cherche à assouvir son hégémonie pour pouvoir atteindre un certain niveau. Comment? Vous parlez de Kagame, là? Ben, sans hégémonique, il est, je suis vraiment désolé. On a quand même signé un accord de paix avec lui. Hein. Non, je dois le dire, parce que ici, il y a encore des choses qui dérangent la quiétude et la paix. Il faudrait, à un certain moment, je demande à tous les Africains qui auront l'occasion de suivre ce message. Pour le moment, il faudrait agir en panafricaniste, hein, avoir un peu de l'humanisme en soi. On ne peut pas concevoir qu'il y ait tant de morts dans un pays. Aujourd'hui, on est en train de statuer le cas de notre pays qui est beaucoup plus alarmant, qui atteint un degré tel que on n'a jamais enregistré autant de morts, même à la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Mais ça ne dit rien aux autres Africains. Et nous sommes humains en quoi, en réalité? Et moi, je demande aux chefs religieux d'être conséquents. Je demande aux politiques d'être conséquents. Notre pays a besoin de leaders qui agissent avec un état d'âme, avec des valeurs altruistes. Dites-moi, là, vous dites quoi à Fayoulou, à Matata, à Sessanga, à Mugwege, à Katoumi? Vous leur dites quoi? Ils vous écoutent. Ce sont des cerveaux. J'ai toujours cru à leur savoir-faire, à leur capacité. Et les peuples comptent sur eux. Ce ne sont pas les ennemis de la République? Je ne pense pas. Tous peuvent apporter quelque chose. Je crois fermement à leur savoir-faire. Katumbi a fait preuve d'un citoyen qui aime son pays. Et Martin Fayoulou, on n'en parle même pas. Denis Sessanga, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui.
Et c'est un homme qui est plein d'idées, plein d'initiatives, je pense. Donc il faut les laisser à ces dialogues un homme libre. Non, non, moi je pense. Et Matata Pogno a apporté quelque chose dans ce pays. Et nous savons que quand on parle de la bancarisation, à un certain niveau de fonctionnaires et tout ça, papa, ce sont des gens, je dois le dire, qui doivent être consultés à un certain niveau. Il faudrait qu'on détruise un peu cette barrière-là. Vous êtes un homme d'épée. Mais je pense qu'on peut toujours aider les gens à converger leurs idées pour pouvoir reconstruire ensemble. Je crois que c'est possible, que ceux qui tiennent les armes trouvent les bonnes raisons de les abandonner. Je dis bien les bonnes raisons de les laisser. Il ne faudrait pas les intimider et suivre une voie qui crée d'obstacles. En fait, ici je dis, lorsqu'on établit les responsabilités, on dit, et là je propose une justice transitionnelle où on va demander à ce que les gens qui se verront, qui montreront leur gré et la bonne foi de pouvoir tout laisser, tout abandonner pour pouvoir reconstruire ensemble avec les autres, qu'ils soient amnistiés, qu'ils soient aussi acceptés et qu'ils soient protégés, qu'on arrête de le poursuivre. Merci. Après tout, c'est toujours possible de reconstruire ensemble. Ça, c'est une démarche des hommes d'église. Et après, il faudrait que les autres apprécient. Nous sommes à Kinshasa ici. Maluku, c'est à Kinshasa. Le porte-parole de l'armée a dit, le jour, ceux qui sont avec le président dans son entourage, la nuit, ils encouragent les Mobondo. Vous avez stigmatisé ici le tribalisme, vous avez stigmatisé ici l'utilisation de nos populations. Mobondo, ce sont les populations. Tout à fait. Qu'est-ce que vous dites? Parce que parmi eux, il y en a de vos fidèles qui sont là-dedans. C'est vrai que beaucoup d'émotions que j'ai toute cette question, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait s'entretuer de cette manière. Et ça, c'est hypothéquer l'avenir d'un peuple. Et ici à Kinshasa, les gens ne le savent pas, la majorité de la population de Kinshasa est constituée des Téké et des Yaka. La majorité. Oui, oui. Et lorsqu'il faudrait établir un tel conflit dans la ville-province de Kinshasa, chose qu'on n'a jamais vécu avant, c'est-à-dire la vie deviendra intenable. Mobondo 2022. Je demande à tous les politiques qui sont derrière ces choses de penser à l'avenir même de leurs descendants. Il faudrait à un certain moment qu'on puisse agir en humain. Et c'est possible que ces gens abandonnent cette démarche si on peut leur proposer mieux. Nous avons tous le devoir de reconstruire le pays. Même pour des raisons politiques et électoralistes. Parce que ceux qui utilisent le Mobondo, c'est juste, voilà, nous sommes pour votre cause, il faut chasser les Yaka, il faut chasser les Téké, des voteurs, et on déchiquette les gens, on tue les gens. Il y a des déplacés internes, il y a des réfugiés à Brazzaville. C'est déplorable, c'est déplorable. Je ne pense pas qu'ils puissent tirer des ficelles de cette manière-là. Tous ces politiques, il y a le karma des dieux qui vient naturellement. Oui. Il y a la justice, comme a dit Chancel Bemba, la justice de Dieu, il y en a. Oui. Donc quelque part, il faudrait que les gens pensent à l'avenir. Ce ne serait jamais anodin, cette démarche de tuer ses frères. Et la justice transitionnelle passerait aussi par eux? Absolument. Dans la justice transitionnelle que nous proposons, c'est-à-dire avec la commission Vérité et Réconciliation, nous parlons de la vérité pour établir les responsabilités. Et réconciliation, un moyen de les remettre ensemble, apaisés. Et on peut y arriver. On peut l'obtenir. Vous savez, moi je vais vous dire une vérité qui risque de vous choquer. Moi, une personne comme Corneille Nangaa, moi, il m'a fait rêver. Un monsieur très intelligent. Il vous suit, hein? Oui. Dans notre pays, nous avons utilisé la machine à voter grâce à Corneille Nangaa. Les gens ont tendance à oublier. Il reste tout de même une légende dans ce domaine. C'est celui qui a organisé la passation pacifique du pouvoir. Président entrant, président sortant. Pour la première fois, dans l'histoire du pays, l'alternance. C'est historique, ça. On ne peut pas le remplacer par l'argent, par une mine. Excusez-moi de le dire. Alors, je pense qu'il peut y avoir des raisons que lui-même détient, qui l'ont poussé
à cet extrémisme ou extrémité, il faudrait le dire comme ça. Mais il y a toujours lieu, il y a toujours une possibilité de lui dire, tu as ta place au milieu de la société civile, tu as ta place dans les cœurs de gens qui gardent des bons souvenirs pour toi. Il peut s'arrêter à un niveau. Et moi, je pense que tout le monde peut construire, tout le monde peut reconstruire. Merci beaucoup. Et je pense que les côtés constructifs du discours de l'archevêque Dodo Kamba aujourd'hui doivent être partagés par beaucoup. En termes de réconciliation, en termes de dépassement de soi. Voilà. Et la question que je vous pose, on vous trouve assez sage. C'est des côtés un peu philosophes que vous avez développés dans votre dernier diplôme. Si vous allez rencontrer le président, parce que vous avez parfois la chance de le voir, là, dans les prochains jours, vous allez lui dire quoi? Il y a lieu de croire à l'avenir de ce pays et de donner la chance à tout le monde. La chance à tout le monde. Tout le monde peut construire avec lui. Voilà, et c'est les grands messages à retenir aujourd'hui. 2026, année de dépassement. Merci. 2026, année de compréhension. Descendons un tout petit peu des firmaments. Merci, l'archevêque. Merci à vous, président Jean-Marie. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.